Le sujet d'aujourd'hui est un projet que je mène depuis à peu près 30 ans et qui vient de s'achever, voilà, avec les 2 voyages. Donc je ne pouvais pas omettre ces images. Alors ça s'appelle De Troie à l'Indus, dans les pas d'Alexandre le Grand, de Nicolas Bouvier, mais aussi de Marco Polo, qui est moins présent encore, mais qui nous conduira dans une exposition que nous allons avoir bientôt dans la médiathèque, c'est cela, qui nous conduira jusqu'en Chine, et voire même au Japon. Enfin, mais en tout cas, pas dans mon livre, je m'arrêterai en Chine. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de... Alors, ce que vous voyez déjà, c'est une affiche que j'ai trouvée dans le détroit du Bosphore, au moment où on ouvre sur la mer Noire. Et c'est cette idée à la fois de la terre et de la mer. Alors, Troie, évidemment, c'est le point de départ avec l'Iliade. Et c'est une réflexion très approfondie sur ce phénomène, enfin ce texte qui est à la base de notre civilisation, que j'ai lu dans la foulée de l'Odyssée, dont je vous ai parlé hier soir, mais qui m'a un peu traumatisé, parce que j'ai trouvé d'une telle violence que je ne l'ai plus jamais relu. Jusqu'à il y a 3 ans, où là je l'ai lu avec beaucoup en profondeur. Or, que signifie Troie? Et c'est, je vous dis déjà, la fin du chemin. Troie, c'est l'endroit où finalement s'opposent les 2 rives, la Grèce et l'autre continent. Et je pense que nous avons tous fantasmé sur l'autre rive, celle qui est en face. Et ce que vont faire aussi bien Alexandre le Grand que de Nicolas Bouvier, c'est de franchir cette limite, cette étape, cet océan. Vous allez voir par quel moyen, pour aller vers l'Est, pour aller vers l'Orient, avec des chemins qui, on va le voir, sont absolument parallèles. Alors, comment ça passe pour... Voilà. Alors, voilà la carte. Je me suis amusé. Alors là, je vous montre des lieux illustrés. Ce sont donc Pella. Ah, mais oui, j'ai oublié de vous montrer les trésors. C'est pas grave, ça viendra une autre fois. Alors, nous partons, en fait, pour Alexandre le Grand, nous partons très précisément d'ici, de la Chalcidique, qui est en fait une région qui touche à la Macédoine. Et aujourd'hui, avec les cartes, il y a la Macédoine du Nord indépendante et la Macédoine grecque. Or, à Pella, vous le verrez tout à l'heure dans le chemin d'Alexandre, eh bien, d'ici est parti Alexandre. Et si nous prenons ces routes, alors, la carte de tout à l'heure sera beaucoup plus détaillée, puisque celle-ci ne vous montre que des endroits qui vont être plus ou moins illustrés. C'était le début de mon projet, celui-ci. Mais nous allons aller en Grèce, nous allons partir de Siwa, en Égypte, traverser un peu la Terre Sainte, évoquer la Grèce d'Alexandre, traverser toute l'Anatolie, passer en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Iran, en Afghanistan, en Ouzbékistan, et mon dernier voyage, qui est le Kirghizistan, qui se trouve par ici, et nous finirons au Pakistan. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est l'Indus qui traverse à la fois, qui sépare donc les 2 pays, et qui traverse tout le Pakistan. Alors, pourquoi cet itinéraire? Alors, voilà Troie. Troie, c'est évidemment le lieu de tous les imaginaires. Aujourd'hui, comme vous le savez, Schliemann, le grand archéologue, a découvert un jour une cité sur 7 niveaux. Donc, on les a appelés 3.1, 3.2, etc. Et on ne sait toujours pas si c'était 3. Parce que peut-être, ça c'est le scoop, enfin beaucoup l'ont déjà ce scoop, c'est que peut-être la guerre de Troie n'a jamais existé. Ou si elle a existé, enfin d'autres ont pris ce titre, hein, je ne vais pas plagier, mais la guerre de Troie n'est qu'une métaphore de la guerre initiale, du combat. Et si elle a eu lieu, probablement, c'était pour le contrôle du détroit des Dardanelles. Et le détroit des Dardanelles, symboliquement, c'est l'ouverture vers l'Est, hein, c'est-à-dire cette intrusion dans l'Asie mineure pour continuer vers le Bosphore et donc les autres terres. Alors, Troie, c'est évidemment beaucoup d'imagination, hein, c'est tout ce que vous pouvez voir, des bastions et des constructions. Et aujourd'hui, on rêve d'évoquer les combats avec des faux gladiateurs qui animent finalement le spectacle. Et j'aime beaucoup cette photo parce que c'est le moment où le guerrier a fini sa journée et il va accrocher sa tenue sur les cintres.
Voilà, il a joué sa comédie, mais nous sommes toujours très sensibles à cet aspect-là. Et il y a donc cet endroit très précis, qui est donc l'autre pointe du Bosphore, où j'ai trouvé cette affiche collée avec la terre et la mer, et qui ouvre sur des horizons absolument enivrants, fascinants, parce que vous avez cette porte, il y a un fort, comme tous les Finistères, comme tous ces bouts de terre, et vous avez aussi donc cette porte qui ouvre sur cette mer qui n'a rien de noir, qui est d'un bleu étincelant, avec des constructions. Et en revanche, de l'autre côté, il y a les lieux de la mythologie, qui sont rattachés à la Grèce, même s'ils sont en Asie mineure. Je dirais très peu Turquie, parce que Turquie, c'est une notion totalement politique et totalement abstraite. Donc, je ne parle que d'Asie mineure, où vous le verrez surtout des hauts plateaux d'Anatolie. Et il y a un lieu absolument fascinant qui s'appelle Knidos, qui est le lieu où tous les navigateurs venaient vénérer la fameuse Vénus de Praxitèle, qui est une des sculptures les plus recopiées, qui a vraiment impressionné tous les grands voyageurs et surtout les canons classiques de la sculpture. La sculpture a totalement disparu, mais elle a été recopiée sans cesse jusqu'au XIXe siècle. Et elle reste l'emblème finalement de cette divinité tutélaire protectrice des navigateurs. Alors mon idée au départ, c'est que Ulysse, après la guerre de Troie, aurait pu être dévié. Vous savez, il a essayé de rentrer chez lui. Il est passé par le cap Malais, qui est la pointe du Péloponnèse, et à cause de toutes les... Enfin, on ne va pas faire une conférence sur l'Odyssée, mais en tout cas, il a défié les vents, et les vents, la tempête l'a porté jusqu'à Djerba, la Sicile, le mont Circé, etc., etc. Mais figure dans l'Iliade une cité d'Asie mineure fascinante qui s'appelle Thermessos, et les guerriers de Thermessos étaient véritablement les plus grands combattants. Donc cette Asie mineure joue un rôle fondamental dans les rivages, c'est-à-dire qu'en fait on peut pénétrer dans la terre, ce que nous allons faire, mais on peut aussi longer la mer. Et j'imagine avec cette image que ces navigateurs venaient, et j'ai fait la photo de l'endroit précis qui est une Tolos où la sculpture était placée. Alors voilà ce fameux Thermessos. Regardez, c'est parmi les plus belles ruines du monde, très peu connu. C'est comme un Machu Picchu, vous voyez, avec ce théâtre qui ouvre, et c'était bien sûr le génie des Grecs d'avoir su choisir les sites. Or, Thermessos est la seule ville qui va résister à Alexandre le Grand pendant ses conquêtes. C'était des guerriers, donc je le répète, cités dans l'Iliade, depuis donc qui avait eu lieu 5 siècles auparavant, voire même 6 ou 7, et le site est on ne peut plus suggestif. Vous voyez, j'étais un jour de ciel chargé, j'étais seul, enfin j'y suis allé 5 fois, c'est un de mes lieux privilégiés. On y accède en bateau d'ailleurs, enfin après à Antalya, et vous voyez ce grand théâtre ruiné qui ouvre et qui montre justement le tragique de ces conquêtes. Alors, la notion aujourd'hui qui m'anime, vous allez le comprendre, on va aller très loin vers l'Est, mais que se passe-t-il aujourd'hui en Turquie ? Eh bien, c'est le lieu où toutes les personnes qui essaient d'échapper à la guerre, en l'occurrence évidemment l'Afghanistan, mais bien sûr le Pakistan, vont devenir les migrants. Et c'est un mouvement de balancier totalement inversé qui fait qu'aujourd'hui, du même endroit, près de Istalik, les passeurs, maintenant ça s'est heureusement calmé, mais les grandes années 2016, 2017, eh bien tous ces gens font le chemin inverse d'Alexandre le Grand, et nous allons le voir, de Nicolas Bouvier. Et quand j'ai vu cette photo, j'étais sur un pont romain magnifique à droite. Alors d'abord, la grotte, c'est l'idée du départ d'Ulysse, quand il quitte la grotte de Calypso, que on constitue un peu partout en Méditerranée. Aujourd'hui, on a tendance à la mettre à Malte. Mais c'est cette idée finalement de quitter son monde, sa caverne protectrice, pour s'exposer sur les mers, voyager. Et cet homme est un migrant pour moi, avec son sac. Il a foulé le seuil. On est ici en Turquie, mais il représente tous ceux qui vont toucher l'autre rive, fouler l'autre rive. Alors, la notion qui, depuis le début, m'anime et qui est profondément liée à Alexandre le Grand, c'est la notion, chez les Grecs, fondamentale de l'oracle. Les grands actes politiques, guerriers et tout simplement mystiques se devaient d'être rattachés, enfin d'être guidés par le message délivré par la Pythie, etc. Et fasciné depuis mon tout premier voyage à Naples, dans les années 80, je suis allé voir la Sibylle de Cumes.
Ensuite, j'ai découvert, sur Delphes, c'est le premier que j'ai vu, c'est l'omphalos, c'est l'ombilique de la civilisation grecque. Tout le monde allait consulter l'oracle, la fameuse Pythie, qui délivrait des messages au sens propre sibylla, puisque c'était la messagère entre les dieux et la terre, la Sibylle. Et j'ai découvert plus tard en Asie mineure un autre lieu absolument extraordinaire. Donc vous voyez ici que c'est Didyme, dédié à Apollon. Et en explorant tous ces territoires, j'ai découvert l'oracle du Sud. Alors vous avez les 4 points cardinaux, et il est très facile de le comprendre. Delphes en Grèce, au cœur du mont qui est dédié à Apollon. Quand les premiers colons grecs ont quitté la Grèce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caboté et ils sont arrivés jusqu'à la baie de Naples, où ils se sont implantés. Ils ont fait Paestum, etc. Et puis de l'autre côté, évidemment, ils conquéraient l'Asie mineure. Et là, ils ont mis un autre temple d'Apollon parce qu'il fallait pouvoir consulter des oracles loin de la Grèce. Et on oublie toujours le 4e dans le losange, qui est Siwa. Or, que s'est-il passé à Siwa? Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, va aller consulter l'oracle de Amon, la divinité égyptienne. Et quand je suis allé à Siwa, qui était un rêve de mon premier voyage, puisque quand je suis allé en Égypte la première fois en 81, j'avais Hérodote avec moi. Et Hérodote fait un très long récit de ce qu'était Siwa. Or, Siwa, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, est une oasis tout près de la frontière libyenne, qui était très difficile d'accès à l'époque. Il fallait traverser le désert pendant à peu près minimum à cheval, au moins 4 à 5 journées, très longues, et on arrive dans cette oasis extraordinaire. Or, pendant des siècles, Siwa a maintenu des règles uniques, des mœurs. La ville était interdite aux étrangers, etc. Et maintenant, elle s'ouvre. Et donc, j'y suis allé il y a 3 ans et je vais probablement y retourner pour Noël, enfin pour le début de l'année prochaine. Et je pensais que tout avait disparu. Eh bien, pas du tout. Le temple de l'oracle, qui est à droite, que vous ne voyez pas ici, mais il est là, et désormais a côtoyé une mosquée. Et donc, vous avez ce palimpseste, ces civilisations qui se sont implantées ici. Et donc là, Alexandre consulte l'oracle et il lui pose la question, dois-je aller vers l'Est? Et il lui dit, non seulement tu dois y aller, mais tu vas conquérir et créer un nouvel empire. Et sur son chemin, voilà donc la carte d'Alexandre, qui est absolument enivrante. Vous savez qu'Alexandre a été le modèle de tous les empereurs, César, tous les grands empereurs romains, mais aussi les suivants. Alors voilà le parcours. Il va partir de Pella. Alors malheureusement, j'ai oublié, mais je suis allé, pour finir mon projet, à Pella cette année, au mois d'avril, et c'est là qu'on a trouvé le fameux trésor de Philippe de Macédoine, son père, dans un tumulus, un tombeau fermé. Et le musée, on a recueilli tous les objets, et tous les objets, c'est beau comme du Toutankhamon, c'est prodigieux. Vous ne pouvez pas imaginer les coffres en or, c'est peut-être certains l'ont vu. En tout cas, si vous allez en Grèce, poussez jusqu'à cette région. Et donc, il va partir d'ici, il va faire cet itinéraire que nous allons faire aussi, c'est-à-dire la Cappadoce. Termessos est ici. Vous voyez, il va se heurter à cette population. Il va passer par ce qui est l'actuelle Syrie, descendre par Jérusalem, et il va passer dans le désert. Vous voyez, la frontière avec la Libye est là aujourd'hui, et là il va consulter l'oracle, il va repartir par là. Au passage, il va créer la première Alexandrie, et il va remonter sur ces routes, et là il va littéralement traverser tout ce territoire qui est bien après l'Asie mineure. Alors il va y avoir les fameuses batailles qui vont d'abord Granicus, puis Issus, une des plus célèbres, et puis bien sûr Gaugamel, qui va permettre à Alexandre de totalement dominer les Perses, qui étaient les grands ennemis de l'époque. S'imposait l'empire perse et la Grèce antique. Et à partir de là, à Persépolis, il va descendre jusqu'à Persépolis, il va mettre le feu à Persépolis, et il va ensuite faire voilà, Persépolis est ici. Il va sur le passage voir le tombeau de Darius. Tout ça, je pourrais vous le montrer, mais ce sera, je pense, un énorme livre, parce que j'ai vu tous ces endroits. Et il va donc d'ici faire cette première route. Il va remonter dans ce qui est l'Iran d'aujourd'hui.
et vers le Caucase, vers la mer Caspienne. Il aura traversé le Caucase déjà, et il va aller jusqu'au nord, qui aujourd'hui correspond. Regardez les villes qu'il a créées. Il a créé 11 Alexandries. Alexandre, vous savez qu'il a marié ses généraux avec des princesses locales. Il a même épousé dans l'actuel Afghanistan, c'est pour ça que je vous montrerai beaucoup de photos d'Afghanistan, il va épouser sa femme la plus célèbre, Roxane, qui était donc de Bactriane. Et vous avez ici donc une ville qui s'appelle, je ne vois pas trop, mais Marakanda, qui va bien sûr donner Samarcande. Hein, voilà, il va toucher. Alors moi, je vais aller un peu plus loin, hein, je vais aller ici, et puis surtout, il va passer là, et il va toucher l'Indus, et donc c'est pour ça que mon itinéraire se terminera ici à Lahore, la ville qui est aujourd'hui au Pakistan, mais entre-temps en ayant longé tout l'Indus. Et il va revenir par ça, c'est un de mes projets, le Balouchistan, mais actuellement c'est une zone très dangereuse, donc on ne peut pas y aller, et qui est à la frontière, donc le désert du Thar avec l'Inde, où je suis allé aussi. Et ensuite il va revenir, et comme vous le savez, il va mourir à Babylone à l'âge de 33 ans, et son corps va être, ça c'est toute la légende, être selon un cortège avec des bœufs qui tirent un char en or jusqu'à Alexandrie, où je suis allé chercher son tombeau, mais que personne ne sait aujourd'hui identifier. Voilà, alors à partir de là, voilà donc Alexandre le Grand. Alors Alexandre le Grand, je vous invite à lire ce livre. Il y a évidemment énormément de livres sur Alexandre. Il y a aussi Roger Perfit et autres. Mais j'ai découvert, il y a 4 ans, j'ignorais totalement ce texte. Je vous invite vraiment à le lire, le roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène, et qui se lit comme un roman au sens propre, et qui est une somme à la fois des notions réelles, parce que vous savez qu'Alexandre a créé sa propre légende de son vivant. Hein. Il avait un scribe qui racontait ses victoires, et il s'est déjà défini comme un personnage historique. Il est d'ailleurs totalement hors norme. Or, au IIe siècle, on imagine qu'il s'appelait Callisthène, un homme a recueilli tous ces textes et toutes les légendes et a créé un texte qui va nourrir toute la légende d'Alexandre, qui va être traduit au Moyen-Âge dans de très nombreuses langues. Et vous savez, bien sûr, si vous êtes allé à Naples, vous avez tous vu, je vous la montrerai tout à l'heure en entier, la fameuse fresque d'une villa de Pompéi, pour vous montrer que son mythe était vivant encore au 1er siècle après Jésus-Christ, avec cette fameuse bataille de Gaugamel contre l'empereur Darius. Alors maintenant, je superpose. Vous revoyez ici donc une autre carte et je vous mets à la même échelle exactement le voyage de Nicolas Bouvier. Alors Nicolas Bouvier, on va le voir tout à l'heure, et donc ce voyageur, je sais qu'il y a des fans, j'allais dire, j'aime pas ce mot, mais disons des amateurs, presque des amants inconditionnels dont je fais partie, mais j'ai eu la chance aujourd'hui d'échanger avec beaucoup d'entre vous cette passion sur cette Bible du voyage qui m'accompagne depuis de nombreuses années. Alors vous voyez que beaucoup de villes sont en commun, voilà, mais Nicolas Bouvier, lui, va aller au même endroit, je vous le montrerai, c'est exactement ici, donc, quand on franchit ce qu'on appelle la Khyber Pass, qui est donc tout près de l'Indus. Et Nicolas Bouvier, lui, va continuer, va traverser toute l'Inde, mais son livre, L'usage du monde, s'arrête ici. Et donc, en superposant tout cela, je me suis dit, voilà le défi à relever. Il faut abolir toutes les frontières politiques pour ne se concentrer que sur les frontières géographiques, parce qu'à l'époque, c'était pas compliqué. Les routes dépendaient évidemment des fleuves, des montagnes et des passages. Alors voilà c'est mon introduction, et maintenant je vais donc, voilà, on voit beaucoup mieux le voyage de Nicolas Bouvier. Alors, il va passer donc dans Alexandropolis, déjà sur les traces, vous voyez, de notre cher Nicolas Bouvier, Alexandre. Il va prendre donc toute cette route des hauts plateaux. Il va écrire Trébizonde, ça aussi c'est la dernière étape de mon voyage. J'y étais le 16 août pour terminer tout cela. Ici, il va écrire la plus belle page, je pourrais vous la dire par cœur tout à l'heure, enfin un petit paragraphe qui guide mes voyages depuis toutes ces années. Il va aller à Tabriz. Tabriz, il va rester prisonnier de la neige. La neige tombe beaucoup trop tôt cette année. Cette année-là, elle tombe au mois d'octobre. Et les neiges de l'époque, c'était pas nos neiges d'aujourd'hui. Donc, il va rester prisonnier 6 mois
sans pouvoir voyager. Et là, il va faire des conférences sur mon cher Stendhal. Alors ça, c'est un élément qui m'a beaucoup plu. Et à Tabriz, j'ai été dans les souks et j'ai exactement retrouvé l'ambiance qu'il décrit. Il va aller à Téhéran, bien sûr. Il va aller à Ispahan. Il va descendre jusqu'à Shiraz, la ville des poètes. Il va passer à Persépolis, je vous montrerai une photo. Il va passer à Kerman, Bam. Ça, c'est un de mes rêves, mais j'ai toujours pas réussi à y aller. La ville, vous savez, fantôme, qui a été le décor du film Le désert des Tartares, hein, avec Michael Lonsdal et Mathieu Carrière. Il va passer ici, Kandahar. Ça, je ne peux pas y aller parce que c'est très dangereux en Afghanistan, mais je vous montrerai des lieux similaires. Et puis, bien sûr, il va passer à Kaboul, où j'ai eu la chance de faire 2 jeudis de Kaboul. Il décrit dans les années, donc il va voyager de 54 à 50, vous voyez, ça c'est 53, 54, mais le voyage se poursuit. Et en 54 à Kaboul, c'était le lieu de rencontre de tous les archéologues, les voyageurs, les hippies, déjà les pré-hippies. Et donc, le jeudi, tous ces gens se réunissaient. Et quand un de mes très, très grands amis a été nommé ambassadeur en Afghanistan, et c'est à lui que je dois mes 2 missions en Afghanistan, parce qu'évidemment, c'est très compliqué d'y aller, eh bien, je lui ai parlé de Bouvier, qu'il n'avait pas lu. Et en lisant le passage, il a dit « Mais c'est magnifique, cette idée des jeudis. » J'ai dit « Écoute, je t'invite à en faire, avec évidemment beaucoup moins de monde, parce que les hippies ont disparu depuis longtemps, et les archéologues, les pauvres, ils sont soumis aux règles chinoises et surtout aux talibans, donc il y a presque plus d'archéologie, malheureusement. J'ai réussi à en photographier. Et de là, il va, donc après Kaboul, il va aller, ça, ce fameux, et le livre s'arrête juste à la Khyber Pass, qui est un endroit très symbolique. Voilà, je vais vous aider maintenant on va traverser, ça va être très vite, hein, je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite, et je vais vous montrer, voilà, comment qui était ce personnage. Alors, c'était à l'âge de 8 ans, son père était pasteur, et son père était un fou de lettres, et il se plonge, et il va faire un petit livre que je vous invite. Aujourd'hui, nous avons évoqué plusieurs livres différents, mais vous avez la chance d'avoir un in-quarto complet de son œuvre. C'est un très grand poète. Il a écrit un recueil qui s'appelle « Du dehors et du dedans », avec un de mes poèmes préférés qui est sur Ulysse, et il va partir avec un jeune peintre, Thierry Vernet, qui va illustrer son voyage de dessin très rapide. Et ce voyage est conditionné par sa fameuse Fiat Topolino qui ne va cesser de tomber en panne. Et il va écrire à l'est d'Erzurum, donc je suis allé enfin à Erzurum, vous voyez qu'il y a des conditions de voyage de l'époque, et il va écrire un passage absolument magnifique, je ne vais pas tout vous lire, hein, c'est trop long, mais je vais vous dire ce passage merveilleux. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que l'on dira ou pensera de vous, c'est d'une profondeur extraordinaire, mais vous, voilà, mais quelques instants de cette nature. La voiture était en panne, il dort près de la voiture, les renards ont des yeux phosphorescents, les perdrix s'envolent, ils voient l'aube se lever, c'est absolument merveilleux. Soulevé par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. Le jour où j'ai lu ça, j'étais dans un avion au Brésil, j'ai cru l'éviter. Je crois que jamais personne n'a dit ce que représente véritablement le voyage et la richesse de ces moments suspendus. Et tout ce que vous allez voir, hier on a beaucoup évoqué les moments décisifs, hein, mais je ne vous ai pas montré de photos de moi, mais vous en avez vu beaucoup dans l'exposition, est guidé par cette pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de côté la famille, la carrière et le regard des autres, parce qu'ils sont tout ce qui nous constitue dans l'ossature, mais tout ça doit passer au deuxième plan, du jour où vous comprenez que le bonheur, en valeur absolue, dans l'espace, n'a pas de prix. Voilà, et qu'il doit guider votre vie. Et c'est ce que je fais depuis 97, quand mon projet est né, très exactement, je vous dis, ça fait 30 ans maintenant. Après avoir vu cette page, j'ai dit, bien, c'est ce que je vais chercher sur tous ces territoires. Alors, on va commencer par les premières photos de Turquie, pardon. Et j'ai fait des photos dans mon premier voyage, en 1981, de caravansérail.
ça va devenir les leitmotifs. Hein. Ce que vous voyez à gauche, c'est le premier caravansérail que j'ai vu de ma vie, en Anatolie, et par miracle, un oiseau est passé. À l'époque, c'était des hectares. Je n'ai fait qu'une photo de la coupole. Au moment où la coupole, tout était prêt, l'oiseau est passé. Et depuis, je suis en quête de ces moments où des oiseaux traversent les coupoles. Et dans un lieu merveilleux que vous voyez ici, en noir et blanc, je ne sais pas si là, oui, la souris se déplace, ça c'est un lieu d'un poète qui est aussi un des éléments, une des figures qui guide mon voyage. C'est un cinéaste exactement qui s'appelle Sergueï Parajanov, qui était mi-géorgien, mi-arménien, et qui a fait son chef-d'œuvre sur la vie d'un poète troubadour au XVIIIe siècle qui s'appelait Sayat Nova. Et je suis les traces vous allez le voir tout à l'heure, aussi de Parajanov, qui a créé 5 films sur ces 5 pays, Géorgie, Arménie, les Outsoul de Roumanie, enfin d'Ukraine et la Perse. C'est magnifique, sur la poésie. Je vous invite vraiment à découvrir son cinéma si vous ne le connaissez pas. Et Nicolas Bouvier a fait... Alors, l'oiseau est passé dans la coupole du poète en Arménie. Et ici, vous avez la photo de Nicolas Bouvier que j'ai commentée dans mon livre sur la photographie, sur la philosophie du voyage. Et justement, la fable de La Fontaine complètement renversée, qu'il faut être prêt. Et vous voyez, pour faire cette photo, il est à genoux, il est à hauteur de la tortue. Eh bien, figurez-vous qu'en Turquie, en allant vers le Bosphore, une tortue traversait la route. Voilà. Donc, je me suis dit, Nicolas Bouvier, Piranèse m'envoie des chevaux, Nicolas Bouvier m'envoie des tortues. Alors, ce sont mes premières photos, et elles sont aussi nourries par le film qui m'a marqué, un des films qui m'avait le plus marqué dans mon adolescence, qui était La Médée de Pasolini. Or, Médée est une des figures qui va animer ce projet. Pourquoi ? Parce que Médée, c'est évidemment l'inverse d'Hélène. Hélène est raptée à Sparte, elle est amenée par Paris donc chez les Troyens, et elle va engendrer la guerre. Et Médée, c'est le contraire. C'est Jason qui veut conquérir la Toison d'Or, qui épouse Médée, et Médée est une étrangère en terre grecque. Et je crois que dans ce miroir, dans cet aller-retour entre des figures mythiques, et quand j'ai vu Médée, parce que j'étais déjà, à 18 ans, j'étais déjà fou de Maria Callas, et j'allais voir le film aussi pour Maria Callas. Et vous savez que c'est elle qui incarne le film. Et dans mes premières photos, j'ai découvert des aspects très, très, très nouveaux. J'étais tout jeune, j'avais 21 ans, j'ai vu le pavillon de Topkapi. Alors, j'ai refait la photo en 2012. J'ai été sur l'hippodrome d'Istanbul, et qu'est-ce que j'ai vu ? Que les obélisques égyptiens côtoyaient les minarets. Donc, vous voyez, toutes ces civilisations comme ça, évidemment, Constantinople, Byzance, etc. Et puis, j'ai trouvé en Cappadoce les églises chrétiennes, aussi perdues, toutes ruinées. Et puis j'ai vu cette photo, j'ai fait cette photo avec des hectares, vous voyez, encore avec les bords, de cette charrette, et j'avais l'impression qu'on était en plein tournage du film de Pasolini. Et tout à coup, j'ai aussi découvert les écritures que maintenant on ne peut plus lire à gauche. Ce sont les Lyciens. C'est-à-dire en Asie, il y avait des colonies grecques qui se sont implantées, donc vous voyez, sur les traces d'Alexandre, des civilisations très fortes, et aujourd'hui c'est du grec tellement ancien qu'on ne peut plus le déchiffrer. Et ici, qu'est-ce que j'ai vu ? Ce qui était cette merveille Halicarnasse, qui est aujourd'hui Bodrum, eh bien des graffitis de chevaliers de croisés qui faisaient étape ici. Vous voyez, donc tout le monde laissait ses traces. Et tous ces chemins ne sont que des itinéraires de gens qui ont pris le temps d'aller vers l'Est. Et bien sûr, à l'époque, vous voyez, Francia, voilà, c'est très, très émouvant que cette pierre garde, comme justement le palimpseste, les traces des passagers. Alors, bien sûr, Istanbul, l'ancienne Constantinople. Vous voyez ici donc les deux plus connus, Sainte-Sophie et puis Saint-Sauveur in Cora. Et comme vous le savez, les deux sont désormais des mosquées. Elles sont retournées à cette étape. Donc ça, c'est déjà... vous allez voir, c'est ce qui va guider ma quête, c'est-à-dire de retrouver les traces des spiritualités. Alors, à Istanbul, bien sûr, j'ai retrouvé les traces des soufis, parce que je suis un grand lecteur, je vous l'ai dit hier, de Rumi, Attar, enfin, le dialogue des oiseaux, le colloque des oiseaux, la poésie de Rumi. Et vous avez, bien sûr, Sainte-Sophie, qui est le symbole de ce lieu. Alors, c'est là qu'interviennent des photos qu'on connaît beaucoup moins
bien de moi, vous les avez vus hier, qui sont les évocations du regard. Et ça, c'est Bouvier qui m'a guidé dans cette approche, puisque Bouvier était un très bon photographe, très sensible au portrait. Et je vous invite aussi à découvrir ses livres de photos, parce qu'il a une approche extrêmement humaine de tous ces pays. Et là, vous voyez, c'est un travail que j'ai fait à Istanbul, et j'ai fait dans cette Sophie cette photo d'un Kirghize. C'est pour ça que j'ai voulu aussi aller au Kirghizistan. Et finalement, tous ces visages ne sont que des croisements. Ça, c'est le gardien des ruines de Xanthos en Turquie, avec sa grande moustache. Et voilà donc, petit à petit, ces traces des voyageurs. Alors ici, vous avez le sol de Sainte-Sophie, qui a été tellement foulé par des pèlerins et des orans qu'elle était comme de l'eau, liquide. Et maintenant, la dernière fois que je suis allé à Istanbul, eh bien, tout cela n'existe plus, puisque tout ça est recouvert d'énormes tapis verts pour la prière. Vous voyez, donc, même cette matière-là disparaît maintenant. Donc, il faut la montrer. Il faut sceller, finalement, ces migrations. Et ici, c'est les fameuses... c'est Pamukkale, ce sont ces fameuses sources d'eau chaude thermale où les Grecs allaient. Et juste à côté, vous avez une ville magnifique qui s'appelle Hierapolis. Et là, voilà donc. Et j'ai fait cette photo exactement comme une miniature persane, avec les cyprès, les lignes, le travail de la lumière. Voilà, comme une vision avec ici, vous voyez, ces arbres qui s'inscrivent dans chaque arcade. Et ici, c'est l'histoire, c'est-à-dire des tombeaux de Hierapolis complètement ensevelis sous les sels thermaux. Alors, nous arrivons à la première grande étape symbolique. Je ne sais pas, qui connaît le Nemrut Dag en Turquie? Voilà, vous avez. Alors, je vous invite à y aller. C'est un des lieux les plus extraordinaires et c'est le lieu qui va sceller véritablement toute cette histoire. De quoi s'agit-il? Vous voyez ici des dessins et vous avez surtout cette image très puissante à droite. C'est un lieu, c'est un tombeau d'un roi qui s'appelait Antiochos Ier, qui a décidé de choisir le sommet d'une montagne pour se faire ensevelir. C'est très curieux, on a fait des sondages, il n'y a pas de tombeau. Et le tombeau que vous voyez est totalement artificiel, puisque ce sont des milliers de pèlerins qui ont déposé des pierres pour créer un tumulus. Mais de chaque côté, vous le voyez très bien, à l'est et à l'ouest, il va faire des alignements de statues. Il y en a 5 plus 2. 5, ce sont toutes les figures qui ancrent ce roi dans son territoire, qui s'appelle la Commagène, et qui est à la croisée des deux mondes. Pourquoi? Parce qu'Antiochos Ier était un descendant d'Alexandre le Grand, de père persan. Et il va choisir le grec pour raconter son histoire sur les murs, mais il va rendre hommage à des divinités, dont la plus fascinante, va les syncrétiser, si vous voulez. Alors, ce que vous voyez, l'aigle, c'est le roi du ciel. De l'autre côté, vous avez le lion, roi de la terre. Et entre les 5, vous avez sa représentation. Il est là. Vous avez ici la divinité de la Commagène. Et les 3 autres sont Zeus, associé à une divinité persane, Apollon Mitra, donc le dieu du soleil grec, avec le dieu par excellence donc du zoroastrisme, enfin du masdéisme exactement, donc Mistra, qui était arrivé par l'Empire romain, par les légions jusqu'à Rome, puisque peut-être vous ne le savez pas, mais pourquoi Constantin a-t-il officialisé le christianisme? Parce qu'il y avait une telle pression de Mitra, qui était avec les fameux Mitréum, que les légions avaient retransporté. Et c'était un dieu du sacrifice à la terre, tellurique, c'était une divinité païenne. Et là, on a eu peur finalement, et c'est pour ça que le christianisme a voulu supplanter cette pression du mitraïsme. Je suis fasciné par Mitra, je le cherche partout, je vous en montrerai tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, vous avez une Anaïte, une divinité arménienne. Et vous voyez que dans ce lieu-là se concentrent toutes ces poussées entre descendants d'Alexandre et poussées influence persane. Alors voilà le lieu, vous voyez, extraordinaire, à 2300 mètres d'altitude, balayé par les vents. On ne peut pas y aller l'hiver parce que c'est recouvert de neige.
J'y suis allé 2 fois et je ne me remets jamais de ce voyage. Vous voyez, c'est cette présence comme ça. Et toutes ces têtes étaient au sommet des grandes constructions. Hein. Voilà. Alors ici, on termine avec l'Anatolie, parce qu'on a tellement de voyages à faire. Et on va dans un lieu lié à Abraham, la légende d'Abraham. Ça s'appelle le bassin d'Abraham. Ce sont des eaux sacrées pleines de poissons auxquelles il ne faut jamais toucher, sur lequel il s'est mis une mosquée. Et selon les textes bibliques, Abraham serait jeté d'une montagne et il va être recueilli par des anges et s'installer dans une grotte dans cette ville sainte, donc Shanli Urfa. Et on est très loin, on est près de Mardin, on est aux portes de l'Irak, du Kurdistan et tout près de la frontière iranienne. C'est un lieu absolument extraordinaire. Et puis voilà les photos que je viens juste de rajouter. Le but de mon voyage était d'aller en Anatolie sur les traces de l'Arménie. Et vous savez aujourd'hui le grand drame du Haut-Karabakh, donc de ces Arméniens qui sont chassés de leur terre. L'Arménie est réduite à peau de chagrin depuis des siècles, hein, avec évidemment à part le génocide, etc. Et j'ai fait cette photo là. C'était magique. Je rêvais d'Annie depuis que j'avais travaillé pour les éditions Citadel et Masno sur l'art arménien. J'étais allé à Jérusalem photographier, ça je vous l'ai raconté hier, mais les patrimoines arméniens en 86. Et c'est comme ça que j'ai su l'existence de cette ville. C'était la capitale arménienne au 9e et au 10e siècle. Et les Seljoukides sont arrivés, Seljouk, et la ville a été complètement convertie en ville musulmane. Mais elles ont cohabité. Et aujourd'hui, vous avez, au milieu de ce champ de ruines, des églises. Et ça, c'est une ancienne église devenue mosquée. Et ici, il y avait un pont symbolique qui reliait les 2 rives. Et bien désormais, le pont est brisé. Et ce que vous voyez, c'est la frontière naturelle entre l'Arménie et la Turquie. Et les Arméniens ne peuvent pas franchir cette frontière. Toutes les frontières, à cause évidemment de la non-reconnaissance du génocide, sont coupées. Et donc, pour passer à Ani, c'est pour ça que je n'ai pas pu y aller depuis l'Arménie, où je suis allé déjà 2 fois. Il faut faire tout un grand tour, passer par la Géorgie et redescendre. Ce sont des centaines de kilomètres. Voilà, c'était le but de mon voyage, un des buts, et j'avoue que les dieux étaient avec moi. Hein. J'ai eu des lumières, vous voyez, extraordinaires. La lumière est venue se poser sur ce pont brisé comme un symbole. Et puis j'ai erré seul jusqu'au coucher du soleil. Il n'y avait personne devant cette église arménienne avec ce paysage désert. Et voilà ce que j'ai vu. Il y avait des gloires tout au long du chemin, comme ça, qui a ponctué. J'ai passé 6 heures à peu près à Ani, jusque vraiment au dernier rayon. Et j'ai été vraiment récompensé par cette solitude et par cette mémoire arménienne très forte. Ensuite, dans le même esprit, je suis allé en Géorgie. Et ce que vous voyez, c'est toute la plaine d'Azerbaïdjan. Et donc, c'est le peuple azéri. Hein, c'est un territoire que Bouvier a foulé et qu'a traversé Alexandre le Grand. Évidemment, à l'époque, ça n'avait aucun sens. Hein. Azéri, Arménie. Arménie, oui. Arménie, c'est un texte, c'est une des plus anciennes civilisations. Et ce que vous voyez ici, ce sont des grottes d'ermites. Avec il y a beaucoup d'endroits de fresques et cette vision comme ça, cette grotte, évidemment, va être un des leitmotifs de ces lieux clos qui élargissent vos horizons. Alors, en Azerbaïdjan, je suis allé en quête, vous avez la carte ici, c'est très net, des fameux temples du feu zoroastriens. Alors vous le savez, Zoroastre, donc c'est cette divinité qu'on associe aussi bien sûr à Mani, qui a donné le manichéisme, la lutte du bien contre le mal, et qui a donné aussi donc Mitra. Enfin tout ça, ce sont des grandes figures. Or, il y a le feu éternel. Le feu ne doit jamais s'éteindre dans le. Et les seuls qui persistent aujourd'hui, ça c'est visiblement très caché. En tout cas, j'ai travaillé, j'ai photographié, j'ai suivi des Zoroastriens en Perse avec une spécialiste des civilisations pré-islamiques, mais ils m'ont demandé de ne pas publier les photos. Il n'y en a qu'une, très précieuse, que je vais vous montrer, parce qu'ils sont tolérés, comme les soufis dans le monde arabe, ils sont à peine tolérés par les persans, donc ils sont obligés d'être discrets. Et j'étais émerveillé de voir ce temple du feu, certes reconstitué, où le feu brûlait donc en Azerbaïdjan, tout près de Bakou. Et la spécificité, ça peut-être, je sais que beaucoup d'entre vous le savent, c'est les fameuses tours du silence
puisque dans la tradition zoroastrienne, vous ne pouvez pas ensevelir les corps dans la terre, parce que les humeurs vont vicier les éléments. Les éléments doivent rester purs, et donc on va être consumé par le soleil. Soleil qui est la divinité fondamentale, et donc on va créer ces grandes tours. Il y en a plein en Iran, à Yazd, etc. C'est absolument fabuleux. Beaucoup sont ruinés, et quand quelqu'un meurt, on le déposait jusqu'à ce que les vautours viennent manger ses chairs et que son corps soit réduit à des os qu'on recueillait. Et les seuls qui vivent encore aujourd'hui, selon cette technique, si vous êtes allé à Bombay, vous avez vu les vautours qui tournent, puisque les Parsis, donc les descendants des Zoroastriens, vivent en une très grande communauté encore à Bombay. Voilà, on ne peut pas les approcher, parce qu'il faut être farci pour ça, mais vous voyez ce vol de vautours très impressionnant. Alors j'ai trouvé en Azerbaïdjan une tour du silence au sommet des montagnes, et puis j'ai vu des tombeaux. Alors des tombeaux qui sont d'influence kirghize. Vous allez en voir tout à l'heure, c'est-à-dire des ensembles comme ça, funéraires. Je ne sais absolument pas, je ne pouvais pas lire ces inscriptions. C'est des langues anciennes, un peu de l'arménien, du géorgien. C'est magnifique, noyé dans des solitudes. Il faut que vous sachiez, vous en doutez, que tout ça est le fruit de quêtes infinies. Donc je fais des recherches, parfois je vois une image qui me fait rêver, puis je pars à l'aventure, et puis un jour j'arrive, voilà, devant ces lieux absolument extraordinaires. Et là, c'est en allant vers la tour du silence, j'ai trouvé en pleine montagne d'Azerbaïdjan des lieux sacrés musulmans, puisque les musulmans aussi sont là, vous voyez, des cimetières très beaux, et puis parfois dans un grand complexe de cimetières, des stèles découpées, absolument magnifiques. Là, ça s'appelle la stèle, j'ai trouvé la stèle du cavalier bleu, perdu au milieu de nulle part. J'ai fait le tour de la stèle et j'ai vu ce petit cavalier comme ça qui, vous allez voir, c'est le thème récurrent. Et ça, c'est la tombe d'un soufi en Azerbaïdjan aussi, de lieux donc mystiques très, très, très symboliques pour les populations. Alors là, c'est là qu'on va voir donc en Géorgie et en Arménie, aux frontières, les premières églises chrétiennes. Ce que vous voyez à gauche, ce sont vraiment les endroits où, vous savez que les deux premiers pays à avoir été évangélisés sont la Géorgie et l'Arménie, avec la reine Nino et avec Athanase, qui sont donc des saints à Corvira, qui vont porter la parole des disciples, et les premières églises vont être rupestres. Donc c'est magnifique, vous voyez la lumière rentrer ici. Et puis l'autre thème, ce sont les caravansérails. Et ici, j'ai eu cette apparition extraordinaire je suis arrivé, on est en pleine montagne d'Arménie, et il n'y avait personne. Et au moment où je suis rentré dans le caravansérail, j'ai entendu du bruit, une voiture d'Allemands venait arriver. J'ai dit, ils vont me détruire mes photos, parce que c'était très sombre, et je n'arrivais pas vraiment à cadrer tout ça. Et heureusement, quand ils sont rentrés, ils sont passés par la partie de droite. Donc je me suis dépêché de cadrer pour faire une photo. Et là, le miracle est arrivé. Le fils de la famille, c'était 4, a commencé à jouer à la marelle sur les pierres disjointes. Et comme la vitesse était très lente, c'est devenu un fantôme rouge. Et donc, je me suis dit, maintenant, je vais partir en quête de ces fantômes dans les caravansérails. Vous verrez, il y en a d'autres ailleurs. Alors, on va très vite. On arrive à Persépolis. Persépolis, c'est un lieu lié aux deux, mais qui est le plus important, comme le Nemruddag pour Alexandre, puisque c'est là qu'Alexandre a compris la puissance de son ennemi, l'ennemi perse, et il va dire qu'il va voir la plus belle chose au monde, qui dit la splendeur. Vous savez, le palais des 100 colonnes à Persépolis était probablement une des plus grandes constructions qu'on ait jamais faites, dorées, somptueuse. Vous avez des colonnes, vous voyez la taille des colonnes, et vous aviez deux plafonds, enfin un plafond en hauteur, mais un deuxième avec des ouvertures qui laissaient filtrer la lumière. On a des descriptions par les scribes d'Alexandre, et c'est Alexandre qui va mettre le feu à la cité en disant cette civilisation est trop puissante, et un peu comme Dresde, si vous voulez, à la Deuxième Guerre, il fallait marquer le coup. Et il va en pleurer, c'est-à-dire qu'il est désespéré de devoir détruire une telle splendeur. Et au passage, il va voir le tombeau de Darius, l'ancêtre des empereurs, qui était à l'époque complètement doré, entouré de jardins et d'eau. Et au retour, il va repasser saluer Darius, et là, le tombeau a été profané.
Et là, l'histoire dit la vanité des empires, et il comprend qu'à travers cette profanation du tombeau de Darius, c'est son propre destin qui scellera la fin de son empire, hein, qui va évidemment se disloquer dès sa mort. Alors voilà la fameuse bataille, hein, qui est la mosaïque du musée de Naples, qui est en restauration en ce moment. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas revu, et on voit donc Darius ici qui fuit avec ses armées, et Alexandre, une des représentations les plus connues, hein, dans tous les livres d'histoire. Alors, je suis allé à Londres voir une exposition sur Alexandre le Grand, et j'ai été sidéré de voir qu'Alexandre est vivant pour les musulmans, malgré, et dans quoi? Dans les manuscrits persans. Il est devenu un héros qui s'appelle Iskandar, et vous trouvez ce nom partout en Iran, parce que au-delà de son destruction, le mythe a laissé sa trace en disant mais qui était cet homme qui a réussi à nous conquérir, son voyage a duré 12 ans. Hein. Vous imaginez d'armer de milliers de soldats, les nourrir, les loger, enfin, je veux dire, faire des campements, etc. Et gagnant tout sous son passage, jusqu'à ce qu'il arrive justement dans le légendaire territoire des Amazones. Et voilà des fresques, des mosaïques, des enluminures qui montrent Alexandre. Et on voit le moment où Alexandre pleure sur la mort de son ennemi, Darius. Donc l'histoire s'est transformée et évidemment c'est traduite, c'est perpétuée à travers une relecture totale de l'histoire. Alors ces traces, on les trouve en Iran, avec donc toujours du zoroastrisme, avec le plus célèbre, enfin en ruine, mais l'endroit le plus célèbre, c'est la tour des vents du lieu des empereurs, hein, qui se trouve à Pasargâd. Pasargâd, ce sont les falaises avec tous les tombeaux des Darius I, Darius II, Darius III, etc. Et ici, vous avez un deuxième lieu qui s'appelle Takhte Soleiman, qui a pris un nom musulman alors qu'il était zoroastrien. Et ici, vous avez le corridor, vous l'avez dans l'exposition, où les prêtres du feu allaient se rendre au temple du feu, qui est évidemment détruit aujourd'hui. Et tout ça est construit autour d'une source naturelle qui ne s'éteint jamais. C'est une région volcanique et l'eau jaillit en permanence et coule. Pourquoi? Parce que les éléments sont à la base de ces lieux de spiritualité. Et voilà cette photo à laquelle je tiens énormément, puisque j'ai été initié donc à ces lieux soufis, ces lieux zoroastriens, par ce prêtre que vous voyez à droite, dans une grotte mythique qui s'appelle Chakchak, et qui est l'histoire d'une princesse zoroastrienne persécutée par les musulmans et qui fuit et qui va dans une gorge, et elle est prisonnière de la gorge. Et là, tout à coup, la pierre s'entrouvre, selon la légende, elle rentre dans la pierre qui se referme pour la protéger. Et l'eau qui coule ne sont que ces larmes de cette princesse enfermée dans la roche. Et ici, j'ai accédé au sanctuaire du feu, à Yazd, et au moment où j'ai fait la photo, parce que un autre prêtre m'avait vraiment dit que c'était vraiment un grand privilège, au moment où j'ai fait la photo, une étincelle a jailli. Hein, vous la voyez un peu dans la photo. Voilà, nous sommes au cœur de cette civilisation, et l'homme, a fait une prière zoroastrienne dans cette grotte. Voilà, c'est des photos qu'évidemment je mettrai dans le livre en les expliquant, parce qu'elles sont on ne peut plus précieuses. Alors l'Iran, donc je vais très vite, hein, l'Iran c'est bien sûr la beauté de tout ce qu'on pouvait, bon, évidemment c'est musulman, mais ça évoque la puissance de cette civilisation, avec cette photo de la prière dans la grande mosquée du Vendredi à Ispahan. Et puis il y a cette photo qui est pour moi emblématique, hein, c'est cet enfant qui joue dans un iwan d'une mosquée, à Ispahan, et tout à coup elle jouait, elle courait, et j'arrivais pas à la photographier parce qu'on était dans un espace un peu assez sombre, et puis elle bougeait comme elle dansait. Elle était, je sais pas, j'ai dû faire 40 photos parce que j'essayais de la capter, et elle était tout le temps virevoltante. Et au moment où j'ai renoncé, j'ai dit maintenant je vais me concentrer sur l'architecture, et j'ai cadré sur l'architecture qui était très belle. Et là, miracle encore, elle est passée, et j'ai dit mais où va-t-elle? J'ai appuyé, et en fait elle a sauté dans le trou qui est devant. Et on a l'impression qu'elle va, et évidemment c'est l'évocation pour moi de la princesse zoroastrienne, c'est qu'on a l'impression qu'elle va traverser les apparences, qu'elle va traverser le mur parce qu'elle va buter là-dessus. Voilà. Et en fait
elle était là, elle a rebondi, elle est repartie. Voilà. Et ça, pour moi, fait partie de ces photos qu'on aurait pu mettre dans l'exposition, hein, comme un autre cadeau. Alors, l'Ouzbékistan, maintenant. Alors, l'Ouzbékistan, c'est bien sûr les routes de la soie, qui ne sont que le résultat de tout ce que vous avez pu voir sur la carte. Vous savez qu'il y a plein de routes de la soie qui étaient là aussi guidées. Je vous montrerai tout à l'heure la vallée de l'Indus par laquelle passaient très nombreuses qui venaient de Chine. Et bien sûr, ce sont les grandes mosquées, les grandes médersas. Et ici, c'est un tombeau soufi absolument extraordinaire à Khiva. Et là aussi, enfin, je sais qu'on parle beaucoup de photos ici, et à la fin, vous allez dire, mais vraiment, Ferrand est un total... Il raconte que des histoires, il invente sa vie, et pas du tout. C'est que j'étais avec une amie, on est entré dans le tombeau, et la lumière était horrible, totalement artificielle, jaunâtre. Ce lieu était défiguré. Et vous me croirez, il y avait ces trois femmes qui sont rentrées, et je dis, mais quelle lumière horrible s'ils avaient pu éteindre la lumière. Panne d'électricité. Tout s'éteint. Et sidéré, et les femmes, évidemment, ne voyant plus rien, sortent. Et je fais cette photo complètement floue, parce qu'il y avait très peu de lumière, j'essaie de compenser, et cette femme sort du tombeau Sophie, voilà. Et c'est ça que je cherche en permanence, je me dis, ces cadeaux de rencontres comme ça, fugitives, avec ces gens qui sont qui prient, qui sont des pèlerins souvent, et qui viennent se prosterner sur les tombeaux. Alors, ça, c'est des images qu'on voit souvent, hein. Bien sûr, c'est les fastes de l'Orient avec Samarcande. Là, c'est Khiva, avec ces magnifiques minarets de faïence bleue. Voilà. Et on arrive au Tadjikistan. Alors, le Tadjikistan, c'est très intéressant d'un point de vue géographique. C'est bouleversant parce qu'il n'y a pratiquement pas de touristes, un peu comme le Kirghizistan dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai fait un très grand voyage et là, j'ai suivi les routes de Marco Polo, la M41. Et là, c'est la nature. La nature telle que l'ont vu ces voyageurs, Marco Polo bien sûr, mais aussi Alexandre, c'est-à-dire la puissance, l'importance de l'eau. Et là, nous sommes, vous allez voir, plein d'endroits. On est d'abord à l'ouest, là ici à droite, on est complètement à la frontière chinoise, vers le lac Karakoul. Et tout à coup, on longe la Moudaria. Et ce fleuve que vous voyez ici est la frontière naturelle entre l'actuel Tadjikistan et l'Afghanistan. Toutes ces montagnes, au fond, sont frontières naturelles. Alors vous dites, mais pourquoi tous ces Afghans ont-ils besoin de fuir par des tas de territoires? C'est parce que la nature est d'une telle puissance que vous ne pouvez pas la traverser, sinon en passant par des vallées. Donc c'est très facile à contrôler. Et ici, c'est un endroit avec des pétroglyphes. Donc c'est un des endroits les plus habités depuis les temps les plus anciens. Et vous voyez ce fleuve qui est évidemment fertile, et qui va, donc c'est ce fameux Amou Daria qui va aller jusqu'à la mer d'Aral et qui aujourd'hui, comme vous le savez, est asséché parce qu'on ne cesse de surexploiter ces eaux. Alors voilà ce fleuve, et les deux... Donc j'ai longé ce fleuve sur 600 km. Donc au départ de Douchambé, j'ai rejoint la frontière et je suis allé jusqu'à ce lieu du pétroglyphe avant de remonter vers les terres. Et tout ce que vous voyez, ça, c'est l'Afghanistan. Vous vous dites, mais il suffirait que ces gens traversent la rivière, ici, et vous voyez des femmes en burqa, vous voyez des drapeaux afghans sur les mosquées, c'est absolument incroyable. Et c'est très troublant et c'est bouleversant, hein, parce que vous vous dites, mon Dieu, ces gens qui sont enfermés aujourd'hui dans ces religions, après vous allez dans les montagnes, dans les hauteurs, avec, vous voyez, ces vues spectaculaires, c'est des grandes marches, des grandes randonnées. Et puis, toujours le long de cette vallée, eh bien, je vais trouver des sanctuaires zoroastriens et des stupas bouddhistes, puisque c'est par là que passait tout le monde. Alors, vous voyez, la route que je vous montrais est très importante, hein. On a quitté l'Ouzbékistan, on est passé à Douchambé, et de Douchambé, ici, on rejoint cette frontière, et toute cette route, qui, je le répète, fait à peu près 600 km, jusqu'ici. En fait, elle en fait 600 jusque-là, et moi je suis jusque-là. Et de là, j'ai rejoint cette fameuse M41, qui est le chemin qu'a pris Marco Polo, et je suis allé jusqu'au lac Karakoul, qui normalement devait me conduire au Kirghizistan. Et c'était en 2021, après le Covid, et donc les frontières étaient fermées avec la Chine, qui fait qu'il n'y avait plus du tout de commerce.
et que les routes étaient désertes, comme vous allez le voir ici. Alors voilà cette photo qui a terrifié tous mes amis quand je l'ai postée, parce que vous avez Afghanistan et vous avez one way, auto way. Donc en fait, tout conduisait à l'Afghanistan. Et mes amis, comme j'ai souvent menti quand je suis allé en Afghanistan, pour ne pas les inquiéter, on dit ça y est, il est encore en train de nous leurrer, il est en Afghanistan, il n'est pas au Tadjikistan. Et ici, vous voyez un tombeau kirghize. Vous voyez, sous les influences à la fois chinoises et kirghizes, j'en ai vu beaucoup cette fois-ci au Kirghizistan, qui appelait donc justement cet itinéraire. Alors voilà la route qui croise, donc c'est des routes de grands voyageurs, vous voyez, avec la route qui rejoint Douchambé, et ici donc qui va, comme je vous l'ai montré, rejoindre la M41. Et voilà les paysages qu'on croise, des cols à 4500 mètres, 5000 mètres, avec ces montagnes qui se reflètent. C'est la solitude absolue, et c'est ce que connaissaient les voyageurs de l'époque, évidemment, avec leur caravane, devoir apporter tout leur barda sur leurs chameaux et autres. Alors, maintenant, c'est pour ça que je viens juste d'intercaler ces photos. Le but de mon voyage au Kirghizistan était de voir le plus célèbre et le plus spectaculaire, c'est-à-dire le seul, caravansérail de cette région. C'est prodigieux, donc Tash Rabat. Vous voyez, vous ne mesurez pas, il y a une grande terrasse, et puis à cette coupole, en fait, il y a 12 coupoles. Et regardez, à l'intérieur, ces constructions. Ils datent du XIIe siècle, complètement préservées. Donc, vous voyez, c'est des photos que j'ai traitées, là, que je suis vite allé chercher. J'étais ivre, parce que vous avez tout d'abord. Et qu'est-ce que j'ai appris? Qu'à l'origine, ce n'était pas un caravansérail, c'était un temple nestorien, des plus anciennes civilisations, des tout premiers chrétiens. Et vous voyez que cette histoire qui se renouvelle, et ces strates de civilisation, de spiritualité qui ne cessent de s'accumuler jusqu'à trouver une fonction, parce qu'il est dans une vallée et c'était le seul endroit où les caravanes pouvaient, sinon en tant que nomades, dans des tentes, se réfugier et se retrouver et échanger. Et de là, ils repartaient, et c'est ici que venaient de tous ces territoires les autres populations qui faisaient le troc et chacun repartait de son côté. Donc on est dans le centre névralgique au fond de tous ces chemins. Et voilà ce que j'ai vu. Ça, c'était un cadeau aussi. J'avais vu à l'allée au Kirghizistan cette statue d'un poète, Mana, très important dans la civilisation kirghize, et de temps en temps on voyait des structures de chevaux. Et au moment où je me suis arrêté, des chevaux en liberté, il y en a, guidés par ce cavalier, sont arrivés. Donc j'ai dit, je vais attendre qu'ils passent. Et là, l'homme a couru, il a galopé. Je n'ai rien demandé. Et il a posé exactement comme le cheval qui était derrière. Et puis le reste, tout le territoire, ce ne sont que des yaks, des troupeaux de yaks dans les solitudes. C'est absolument extraordinaire. Voilà pour et donc nous allons finir avec l'Afghanistan. Je pourrais vous montrer des milliers d'autres photos, mais je ne veux pas vous assommer. Je voulais juste, comme ça, vous donner une idée des espaces et passer du temps en Afghanistan. Parce que l'Afghanistan, sur les traces des Michauds, de Roland et Sabrina, qui ont fait ces livres magnifiques, Les Caravanes, c'était des très grands amis. Elle vit toujours, mais Sabrina, mais Roland est mort après avoir découvert la Chine très tardivement, qu'il adorait, alors qu'elle n'aimait pas du tout la Chine, un peu comme moi. Et ils m'ont fait rêver d'Afghanistan dès mes 16-17 ans, avant que je ne les rencontre, bien sûr. Et mes 2 missions en Afghanistan, je m'en suis jamais remis, jamais. J'ai vu les plus beaux espaces, j'ai vu cette terre, et c'est le seul pays, le pays qu'ont le plus traversé est Alexandre et Nicolas Bouvier. C'est là que se croisent véritablement, je vous l'ai dit, on l'a vu sur la carte, vraiment leurs traces. Alors, les forteresses, comme vous en voyez dans toute cette région, sous la neige, le lac Bandé Amir, avec ce cheval dont tu veux parler, Philippe, tout à l'heure, voilà, qui est apparu de nulle part, caparaçonné comme ça, avec, je ne sais pas d'où il venait. Il est passé devant moi, un peu comme l'enfant de Bischoff, comme ça, il ne m'a même pas adressé la parole. J'ai fait une seule photo, il faisait moins 10 degrés à peu près, c'était d'un froid glacial. Et j'ai pu aller sur le lac Bandé Amir au moment où il allait commencer, avant qu'il ne dégèle. C'est 7 lacs en un. Ensuite, vous avez des forteresses sur les routes de Bamiyan. Ça, c'est dans les environs de Bamiyan. Et ce sont des forteresses donc très, très anciennes qui contrôlaient la région. Et au-dessus, là où j'étais, il y avait un canon soviétique
qui avait été donc un poste au moment où les Soviétiques ont essayé de prendre l'Afghanistan. Je ne sais pas si vous savez, mais on appelle l'Afghanistan le cimetière des empires, puisque personne n'a jamais réussi véritablement à le conquérir. Et devant cette forteresse, vous voyez, ce temps aboli, je me dis, mais peut-être qu'elle aurait pu déjà être pensée par Alexandre. Alexandre est passé par là, obligatoirement. Voilà, et puis tout arrivé à un moment, un homme avec des gardes du corps, au milieu de nulle part, et j'ai juste saisi ce moment où l'un et l'autre se sont mis dans la lumière, dans le dernier rayon de soleil de la tour, de la forteresse. Ici, nous sommes devant la vallée de Bamiyan, dans encore un promontoire, une autre forteresse. Donc tout le monde passait par là. Et voilà, ça s'appelle donc, c'est la ville des esprits. C'est une cité en ruine. On est à peu près à 20 km de Bamiyan. Évidemment, nous allons aller à Bamiyan puisque c'est un lieu symbolique. Et c'est une cité en ruine. Voilà, donc très, très émouvant. Voilà, j'ai même vu une femme en burqa sortir de nulle part dans la forteresse. Et puis le caravansérail. Alors le caravansérail de gauche, c'est aussi dans cette vallée, puisque c'était une des étapes obligées des personnages. Et ça, c'est un instant décisif que j'aurais bien aimé qu'on mette aussi dans l'exposition. Ils jouaient au football dans le caravansérail ruiné. Et à un moment, le ballon est sorti du champ. Moi, je me concentrais sur le paysage et l'enfant. La balle est allée très loin. Il a couru et il est revenu. Et si vous regardez bien, il escalade l'ombre. Vous voyez, le ballon est là et il s'attache au millimètre près comme une ombre, et comme s'il franchissait aussi le seuil, voilà, avec ces paysages magnifiques. C'était en février, c'est une période très, très, très froide. Et voilà donc ce qu'on voit dans les falaises de Bamiyan. Et comme vous le savez, évidemment, je vous la montre ici. Vous avez tous vu ces fameuses photos de la destruction en 2001 des fameux Bouddhas, des 2 Bouddhas qui étaient sur le modèle chinois. On voit les Bouddhas de Longmen que je suis allé voir en Chine et qu'on trouve un peu partout, qu'on trouve évidemment aussi au Japon, le fameux Bouddha couché de Nara, etc. Et on a mis des échafaudages, non pas pour reconstruire, mais pour soutenir ce qui reste de la falaise. Vous savez que le bombardement a duré pendant des semaines, et on sait désormais que l'Arabie Saoudite a donné les charges explosives qui manquaient aux talibans. Maintenant, ça a été révélé, donc c'est absolument tragique, voilà, de penser que voilà, ils se sont acharnés sur ces pauvres Bouddhas. Mais est-ce une bonne nouvelle? L'esprit est intact. C'est bouleversant parce qu'en fait, ont vécu dans ces grottes des milliers de moines qui séjournaient en présence du Bouddha. Et vous allez le voir. Alors ici, ce sont toujours le leitmotiv de mes chevaux que je croise partout. Et ces chevaux allaient au bouchkashi. Le bouchkashi, c'est un jeu avec une peau de chèvre qu'il faut attraper. J'ai vu mon premier bouchkashi, qui est une technique afghane, mais qu'on voit dans tous ces pays. Et j'ai eu un bouchkashi, j'ai absolument pas eu le temps de vous montrer les photos, au fin fond du Kirghizistan. Voilà, donc je publierai aussi ces photos. Et là, vous avez des ruines de l'ancien souk, enfin l'ancienne ville, évidemment complètement ruinée aujourd'hui, au pied des Bouddhas. Et puis vous avez, voilà, vous comprenez bien qu'au milieu des Bouddhas, il y a toutes ces grottes. Alors, il y a des tombes musulmanes au milieu, vous le voyez très bien là. Et puis surtout, il y a une image absolument bouleversante. Alors, au-delà du fait que, quand j'y étais, des enfants jouaient aussi au football devant les Bouddhas, donc c'est la vie qui reprend le dessus. Mais le seul Bouddha qui existe encore aujourd'hui, c'est cette fresque. Et comme vous voyez, ils ont mitraillé le regard. Voilà. Donc, les talibans ont eu peur du pouvoir du regard des Bouddhas. Et cette image, évidemment, est très emblématique pour moi. Et je ne l'ai jamais publiée encore, mais elle sera évidemment une image phare de ce chemin qui montre la barbarie et la violence. Alors, le musée de Kaboul, pendant la guerre, a été totalement... évidemment, vous savez que les talibans sont des iconoclastes et qu'on doit détruire les images. Et dans le musée de Kaboul, quand j'y suis allé la deuxième fois, en 2016, eh bien, on avait retrouvé des sculptures, on les avait mises. Donc, j'ai pu les photographier, on a retrouvé une tête. Or, qu'est-ce que vous allez voir? C'est donc le fameux art du Gandhara. C'est au Pakistan, maintenant. Et c'est donc la croisée entre les Apollons de la Grèce antique. Ce que vous voyez, c'est un drapé
grec sur un corps de Bouddha. C'est un art fascinant qu'on voit très bien au musée Guimet. Et voilà, ici, ce que vous voyez, c'est le pied du Bouddha, ce qu'il en reste. Regardez l'échelle qui vous donne l'idée de ce qu'était la grotte du Bouddha. Je crois que c'était 27 mètres. Et voilà, et ça, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Je me suis mis à hauteur du visage du Bouddha où il était. Et j'ai dit, le Bouddha a vu ça pendant des siècles et des siècles. Voilà, il a vu ces montagnes. Voilà, à l'époque, elles étaient enneigées. Et ça, c'est une ouverture dans... Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour accéder aux grottes, pour le sculpter, il y a des corridors. La falaise est une série de couloirs qui vous entraînent comme ça pour que les sculpteurs aillent évider la roche. C'est un travail absolument fou. On pense qu'il date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, je voulais absolument avoir une image intemporelle, comme si les Bouddhas existaient toujours. C'était le retour des troupeaux le soir. Et alors, il est évident qu'il n'y avait aucun touriste. J'avais un garde du corps. Et vous comprenez vraiment pourquoi je ne me suis jamais remis de ce voyage. Alors ici, ce que je vous montre, c'est la médersa où Rumi, le grand mystique, a été éduqué par son père. Et maintenant, c'est l'Allemagne qui a protégé ce lieu. Alors évidemment, il est très ruiné, mais enfin, il n'y a rien de plus bouleversant que de penser que toute la pensée soufie s'est développée dans ce qui est une ruine aujourd'hui. Et puis ça, c'est une rencontre que j'ai faite sur une forteresse à Balkh. Balkh, c'est le lieu où, selon l'histoire, Alexandre a épousé Roxane. On vous montre une pierre en disant que c'était l'autel de leur mariage. Heureusement, vivent les légendes. Enfin, voilà. Et dans des caravansérails, enfin, c'est extraordinaire. Et dans cette ville, il y avait une forteresse, et on m'avait bien dit, là, je n'avais pas de garde du corps, dans cette partie-là, c'est une autre région d'Afghanistan. On m'a dit, il faut faire toujours très attention. Et au sommet de la muraille, au bout, en chemin, j'avais rencontré un paysan qui cueillait ses courges. Et il n'a rien trouvé de mieux que de m'offrir 2 courges. Au fin fond de l'Afghanistan, se retrouver avec ces 2 énormes choses, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et par chance, il y avait ce jeune homme qui nous attendait, comme ça, des amis. D'où venez-vous? Il parlait très bien l'anglais, un homme, mais vraiment une apparition. Et puis, bien sûr, on lui a donné nos courges, j'ai été ravi. Mais surtout, il nous a reconduits sur le chemin, parce qu'il dit, mais vous êtes seul? Je dis, ben oui, on est seul. J'étais avec une déléguée qu'on m'avait donnée de l'ambassade. Il dit, mais vous n'avez pas de garde du corps? Ben, je dis non. Il dit, alors, venez avec moi. Et il a été notre ange gardien jusqu'au retour. Voilà. Et cette image, pour moi, elle est liée à ces rencontres totalement intemporelles et magnifiques. Alors, ce voyage, c'était le premier, c'était Mazar-e-Sharif. C'est un lieu capital, comme vous savez, la lutte entre les chiites et les sunnites, évidemment, c'est l'héritage du prophète, avec Ali et Hussein. Et Hussein a été donc tué à Kerbala, aujourd'hui en Irak, et sa tête il a été décapité, et se trouve à la mosquée de Damas. Et on vient prier devant, donc tous les Iraniens viennent, les femmes voilées de noir, et elles prient. Il y a une épopée digne de l'Odyssée qui s'appelle le Tadzier, et un homme clame l'histoire du massacre de Hussein, et tout le monde pleure, comme dans les tragédies antiques. Et toutes les femmes, les hommes font des sanglots. Moi, la première fois que j'ai vu ça dans la mosquée de Damas, je dis, mais de quoi s'agit-il? Et en fait, après, tout le monde rit, parce que ça y est, on a dans l'exutoire, on a pleuré, on a célébré. Or, Hussein est célébré dans ce tombeau, ici, qui se trouve en Afghanistan, à la ville sainte de Mazar-e-Sharif. Et tout près, dans une vieille mosquée, près de Balkh, il y a une des premières mosquées de l'islam dans cette région. Il y a un tombeau soufi, le vert couleur de l'islam. Et là, j'ai assisté à une scène absolument incroyable. La famille a fait la circumambulation du tombeau. Et évidemment, j'ai fait très attention de faire des photos, parce que dans ces cas-là, vous ne voulez surtout pas les déranger. Et à un moment, le père s'est occupé du fils et la mère de la fille. Et j'ai attendu que le père sorte du champ. Et là, il s'est passé cette scène magnifique où la mère a béni la fille. Elle a mis sa main sur... Évidemment, j'ai fait cette photo de façon très, très discrète et fugitive, mais qui vous montre aussi l'importance aussi du soufisme dans cette région. Alors, ça, c'est mon apparition de cheval dans la ville du commandant Massoud. Cette bague que je porte, je l'ai achetée en lien avec ce village, qui est le lieu où le commandant Massoud a
passer ses derniers instants. Voilà. Et ça, c'est le fief du commandant Massoud. C'est un lieu incroyable. Et là, je vous ai montré plusieurs photos parce que j'avais 9 gardes du corps. J'avais 2 voitures devant parce que c'est une zone évidemment extrêmement. C'était avant la reprise des talibans et il faut surtout éviter des prises d'otages ou des étrangers. Voilà. C'était magique. Et voilà donc les gens que j'ai rencontrés. Le gardien du sanctuaire, voilà, qui a posé devant le commandant Massoud. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire des portraits, beaucoup. Et où ai-je fait des portraits? En Inde, d'abord, et dans ces pays. Parce qu'il y a une dignité, beaucoup en Roumanie aussi, mais là, en Afghanistan, j'ai été bouleversé par ces rencontres. Vous allez voir, ça c'est le lit, ça c'est les photos du commandant Massoud. Il y a des polaroïdes que des gens lui avaient donnés, et ça c'était le fauteuil où recevait ses invités. Et il y a, voilà, donc dans le village, vous voyez, le commandant Massoud est partout. C'est un bourg où le temps s'est arrêté. Et je vais vous montrer des portraits inspirés des Michauds, des gens que j'ai rencontrés dans ce village, qui, je pense, ne voient jamais de touristes, absolument. D'ailleurs, je n'étais pas vraiment en touriste. Et c'est ça que je veux montrer dans ce livre. Je veux montrer qu'elle est à la rencontre de peuples. Vous voyez ces visages d'une dignité, ils étaient d'une fierté de poser comme ça. C'était dans la rue, je demandais aux gens, je pouvais, et c'était extraordinaire. Regardez, magnifique. Regardez ces 3 hommes. Vous avez vu, c'est vraiment des portraits qu'on aurait pu faire en 1950. Et évidemment, c'est Bouvier qui m'inspire, puisque Bouvier a fait de magnifiques portraits des gens de l'époque. Voilà, le temps arrêté. Vous voyez, des gens qui travaillent la forge et qui tous me regardent sans la moindre agressivité, avec cette surprise, mais aussi énormément oui, je répète, de fierté d'être photographe. Regardez encore, j'en ai des dizaines. C'est évidemment que des hommes. Je ne vais pas photographier des femmes. D'ailleurs, elles sont en burqa, donc et on ne les voit pas. Donc voilà. Vous voyez la diversité. Et qu'est-ce qu'on voit? Des hommes avec des yeux bleus. Ce sont les descendants d'Alexandre. Celui-ci avait des yeux transparents. Il y en a plein. Des Afghans aux yeux verts. La fameuse photo de Marcurie, la fille aux yeux verts, ce sont des descendants d'Alexandre, des Grecs. Et puis j'ai fait cette photo. Voilà. Alors ça, c'est irréel. J'ai jamais publié. Nous étions au canon qui contrôlait le fief d'Alexandre le Grand, des commandants Massoud. C'est pas étonnant que je les mélange tous un peu. Et j'avais un garde du corps, le chef des gardes du corps, on marchait, et il y avait cet escalier qui montait. Et il y avait 2 hommes assis sur la forteresse, là, et le char était vide. Et je lui dis, c'est vrai, on peut s'approcher. Il me dit, vous êtes avec moi, mais je vais quand même... Et tout à coup, je vois l'homme qui s'approche du char. Et là, j'oublie le garde du corps et je cours vers lui. Il me dit, non, attendez. Et c'était trop tard. Cet homme est venu et a dansé sur le char. Il a joué avec le char. Et ce que vous ne voyez pas, oui, on la voit un peu, parce qu'on perd... Quand j'ai fait la photo, heureusement, la mise au point a été faite sur le char dans l'ombre. Et le nef, quand je l'ai développé pour cette photo, ce que vous voyez dans le ciel, c'est un nuage en forme de colombe, comme un pigeon. Vous voyez, un canard qui s'envole dans les dessins de Escher, vous voyez, avec ses ailes, voilà. Il n'y a plus rien à dire. Je suis revenu dans un état... En fait, les gens étaient très gentils, les gardes du corps en parlaient avec eux, mais en tout cas, c'était l'esprit du commandant. Il s'envole, il est là, il saute sur le char. Alors ça, c'était le palais Darul Aman, c'était le palais du gouvernement en Afghanistan, dont parle Nicolas Bouvier, puisqu'à l'époque, évidemment, dans les années 50, il n'était pas détruit, et il a été détruit pendant l'occupation soviétique. Eh bien, figurez-vous que tout est reconstruit. Voilà. Et donc là aussi, on avait le droit de rester qu'une vingtaine de minutes. On est resté à cause de moi 1h30. Les gardes du corps étaient complètement paniqués. Ils avaient peur que des gens viennent, sachent qu'on était ici. J'étais avec l'ambassadeur. Et en fait, à un moment, un groupe de photographes jaillit de nulle part. Je les ai invités à mon vernissage. On est devenus très amis. Je les suis encore aujourd'hui. 3 d'entre eux. Un est en France, à Épinal, et les 2 autres sont en Inde. Je les ai revus cette année. Et ce sont des gens qui passaient, qui donnaient l'échelle dans ces ruines.
Voilà. Et puis, pour finir avec l'Afghanistan, il y a à gauche cette photo très marquante, hein, donc de cet artiste contemporain qui a décidé de dénoncer la corruption en faisant des muraux, et dans lesquels il dit: tout ce que tu vois, tout ce que tu fais de mal, on le voit. Voilà. Et j'avais pas le droit de faire des photos, vous n'avez pas le droit d'aller seul dans la rue. Alors ça, c'était une photo de 2014, mon premier voyage en Afghanistan, et en fait, avec un accord avec mon chauffeur, qui est un être merveilleux, il me considérait vraiment comme un illuminé, et en fait, il me protégeait un peu, et à la place des gardes du corps. Et un jour, il m'a dit: on dit rien à personne, on y va. Et j'avais mis mon appareil photo dans un sac de toile. J'avais fait tous les réglages en disant le mur, et je me suis mis juste en face du mur. Et j'ai guetté. J'ai dit: si quelqu'un passe, je fais la photo. Et je l'ai vu arriver, j'ai sorti, j'ai fait cette photo, puis on est vite retourné à l'Agence française. Et cette photo, je l'ai faite, la deuxième, complètement différemment, au Pakistan, il y a 2 ans, en hommage. Voilà. Évidemment, c'est un côté dérisoire, parce que là, c'est une tasse de café. Et il n'y a pas de corruption, mais il y a des écritures. Alors maintenant, nous allons aller, pour finir, au Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est un pays qui a très mauvaise réputation, parce qu'on ne s'attache qu'à la corruption politique. Or, c'est un des pays les plus hospitaliers et les plus extraordinaires que j'ai jamais vu. J'y suis allé 3 fois en une année. J'ai attendu 64 ans pour y aller, mais le jour où je suis allé, et je rêve d'y retourner. Et là, j'ai eu des cadeaux qui sont la synthèse, si vous voulez, des deux. Ce que vous voyez ici, c'est l'Afghanistan, et c'est la dernière vallée. C'est le bout du Pakistan à l'ouest, au nord-ouest, pardon, et il y a un tombeau soufi. Alors c'est une journée de piste pour y arriver, c'est perdu. Et c'est de là que sont partis les grands photographes Mathieu Palais et sa femme, qui ont fait un livre magnifique que j'invite à voir sur ce qu'on appelle le corridor afghan, le Wakhan, qui était un projet de voyage pour moi. Et on peut y aller qu'en yak, enfin on peut y aller à pied et ensuite trouver des yaks de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est le bout du chemin. Et ici, vous avez donc le tombeau soufi. Et ici, il est arrivé une chose étonnante. Là, complètement au nord, vers le Cachemire et vers la frontière chinoise, j'étais là pendant les fêtes de Moharram. Et Moharram, ce sont les fêtes comme vous le savez, vous avez vu souvent, hein, les gens qui se flagellent pour justement célébrer la mort, le martyre de Hussein. Et j'étais en période de Moharram, et dans une vallée sublime que je vais vous montrer, qui est un bras de l'Indus qui s'est dévié, et la zone est devenue désertique. Et c'est le plus haut désert du monde. Et tout à coup sont arrivés tous ces pèlerins chiites et se sont mis à marcher dans le désert. Voilà. Donc ils ont posé avec leur drapeau de Muharram au bout du monde, et qui célébraient aussi cette fête. Alors, ce que je vous montre, c'est le 3e cheval. C'est ces routes telles que les ont connues, et l'un et l'autre. Il n'y avait pas de camion, évidemment, chez Alexandre, mais il y avait ces routes qui tracent les montagnes et qui sont encore aujourd'hui sur les traces qu'ont dessinées les Grecs pour aller. Alexandre est forcément passé par là. Et voilà donc ce qu'est l'Indus. Alors, pour terminer, c'est donc, vous allez mieux comprendre cet art. Ça, c'est une carte très ancienne que j'ai à la maison, où vous avez donc le Balouchistan, l'Afghanistan. Donc ici, vous avez les Himalayas, hein, qui sont les frontières naturelles, et le fleuve prend sa source en Chine, traverse un tout petit peu, c'est très net ici, hein, la Chine, il traverse un tout petit peu l'Inde, et il va descendre jusqu'à l'océan Indien, avec le territoire. Et j'ai donc fait toute cette partie-là, c'est-à-dire d'ici jusqu'à, évidemment, après on ne peut pas aller en Inde, mais jusque là, sur les vallées qui l'alimentent. Voilà. C'est absolument fascinant, hein. Ça m'a pris 2 semaines. Et vous allez voir, voilà, on va terminer sur ces paysages, hein, et les hommages, on finira aussi par la vie. Et voilà l'Indus, donc, qui est le berceau des civilisations. Alors là, on est très loin, hein, c'est le moment où le fleuve sort des montagnes de l'Inde. Et voilà donc, vous voyez, l'Indus est tout petit encore, hein, après les montagnes. On voit qu'il sillonne, la route longe. On est vraiment au bout du monde, hein, on est très en altitude, très loin.
Voilà donc le moment où il s'élargira. Un moment, tout ce que vous voyez à droite, c'est l'Inde. Et puis parfois, il s'étale, et puis ensuite, il va devenir cascade, etc. Voilà, ces paysages absolument extraordinaires. Voilà aussi, voilà, ce sont les rives de l'Indus, tout à fait au nord, à son entrée au Pakistan. Ensuite, il va se développer, il va y avoir un lac naturel, avec un éboulement, comme j'ai vu au Kirghizistan. Parfois, il y a des tremblements de terre, et donc les montagnes font des obstacles naturels. C'est le cas. Après, vous voyez, il court, il va très vite. Et puis parfois, il s'étale, et là aussi, c'est l'Afghanistan de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des pétroglyphes bouddhistes. Parce que justement, sur leur passage, les bouddhistes laissaient des traces dans la pierre. Et on va même trouver, totalement au nord, des traces de Bouddha dans la pierre, comme on les trouvera à Bamiyan. Oui, c'est extraordinaire, des processions de Bouddha, ce grand Bouddha dans la pierre. Alors, ce sont des lieux très protégés maintenant, bon, pas celui-là, mais celui-ci, en tout cas, il y a un enclos, et c'est au Pakistan. Vous dites, vous voyez, ils auraient très bien pu détruire, pas du tout, ces traces. J'avoue que je ne les connaissais pas, je les ai découvertes parce que j'ai rencontré des gens qui connaissent ma passion pour le Gandhara. Et nous allons aller, donc, on va finir dans cette extraordinaire région, qui est la région, le Swat, voilà, Gandhara, où se sont croisés, donc, où se sont établis les descendants d'Alexandre, qui ne sont pas repartis avec lui. Et ici, on va donc trouver, surtout dans le musée de Peshawar maintenant, et le musée de Peshawar, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Bien sûr, la Khyber Pass. Le seul endroit physique, géographique, où on peut, parce que tout le reste, vous voyez, ce sont que des montagnes. Et il n'y a qu'une vallée qui fait à peu près une douzaine de kilomètres, où on passe de l'actuel Afghanistan au Pakistan. Et ici, vous avez partout, des ruines de stupas et des lieux, et entre autres, vous allez voir 2 ou 3 endroits, et nous allons aller jusqu'à Ound, et Ound est le lieu où Alexandre le Grand et Nicolas Bouvier ont traversé l'Indus, pardon, c'est catastrophique. Voilà. Il y a aujourd'hui Taxila, et ensuite on va finir à Lahore, qui est donc la seule route que l'on peut prendre. Et c'est magique, vous allez voir. Voilà donc les trésors du musée. Alors, ceux qu'on voit, qui sont les premiers que j'ai aimés, à Londres et à Paris. Quand je suis arrivé à Paris à 19 ans, j'ai couru au musée Guimet, et c'est là que j'ai découvert cet art. Et voilà les stupas. Aujourd'hui, les cités, voilà, donc Abba Shahib Shena, c'est un monastère bouddhiste, et vous trouvez dans les vallées, totalement abandonnées. Il y a des chèvres, et il y a même des apparitions, encore un cheval devant un stupa, des enfants qui jouent au football, encore une fois, comme l'équipe des rues, qui ont posé devant le stupa. Et ça, c'est le mieux conservé de tous. Vous voyez, donc on a encore les escaliers qui conduisent. Alors vous savez, un stupa, c'est un lieu qui contient une relique, comme vous les voyez en Birmanie, enfin dans tout le monde bouddhiste. On ne pénètre jamais dedans, puisqu'il est censé avoir une relique, une dent du Bouddha, un cheveu, enfin tout ce que vous voudrez. Enfin, je crois qu'il avait une dentition absolument infinie, Bouddha, parce qu'on trouve des dents de Bouddha partout. C'est pas grave. Et en tout cas, il y a ici des installations où les bouddhistes venaient prier sur le lieu saint. Et puis voilà, c'est ma photo très emblématique qui m'a bouleversé. C'est qu'à un moment, en allant visiter ce stupa, je suis reparti, et tout à coup, j'ai voulu faire le stupa de loin. Et qu'ai-je vu apparaître? Les 3 parcs. 3 réfugiés afghanes qui venaient de loin. C'est quand ils sont arrivés plus près, elles sont toutes les 3 alignées. Voilà. Et puis vous avez des musulmans qui passent devant les Bouddhas, et ici vous êtes voilà, des femmes en burqa qui longent les murs des monastères. Voilà ce que c'est. Et là vous avez le plus grand centre bouddhiste du Pakistan. Je connais très bien son gardien, on s'écrit Zaifullah. Il est merveilleux. Un homme aux yeux verts, comme ça, qui m'a guidé partout. Il était stupéfait que je puisse venir jusqu'ici. Et donc aujourd'hui, Tartebaï est vraiment patrimoine mondial de l'UNESCO, extrêmement préservé, et c'est le plus grand complexe monastique du Pakistan et de cette région. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis vous avez donc Jolian, encore un lieu, et tout ça était des bases de stupa. Et on a ici les plus beaux Bouddhas, encore préservés.
Voilà, donc tout ça, c'est le résultat, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, des passages. Alors voilà le musée de Peshawar. Regardez la beauté des trésors. Alors, les Bouddhas les Bouddhas du Gandhara, donc, sont dans la position en lotus régulièrement, hein, le Bouddha, mais ils ont le chignon d'Apollon, donc influencé par la grande statuaire grecque, et donc voilà, on l'appelle le chignon d'Apollon. On va s'inspirer de ces mèches de cheveux qui vont s'enrouler et qu'avaient déposé des sculpteurs grecs sur les traces d'Alexandre. Voilà la Khyber Pass, voilà le stupa qui marque la frontière avec le parc vers la Khyber Pass, et nous arrivons donc à Ounde, et c'est l'endroit précis où il y a une colonne qui indique, selon donc évidemment les chercheurs, le lieu où Alexandre a pu traverser l'Indus pour passer sur l'autre rive. Alors, tout ça est très abandonné, c'est très poétique, et j'avais le sentiment d'avoir fini mon voyage. Et en fait, je suis allé à Lahore. Et donc, je vais finir avec des photos qui sont inspirées par Nicolas Bouvier, qui est donc la découverte à Lahore. C'est le seuil de l'Inde. Vous savez que Lahore était bien sûr l'Inde, un territoire indien, et qu'après la partition, les musulmans, tous les hindous ont quitté le pays, et c'est devenu donc une ville musulmane. Il y a des grands centres soufis absolument extraordinaires, des mosquées mais absolument sublimes, et ce que vous voyez là est le mausolée du sculpteur du fameux Qutub Minar. Si vous êtes allé en Inde, à Delhi, vous avez le plus beau minaret de l'Inde, et qui était donc un symbole de l'Inde musulmane évidemment, et son architecte est enterré ici dans ce mausolée. Après, vous avez, si vous connaissez l'architecture moghole, évidemment, le Fort Rouge d'Agra, le Fort Rouge de Delhi, le Taj Mahal, etc. Eh bien, la plus grande mosquée, pourquoi? Parce que l'empereur Akbar, moghol, qui était en Inde, est venu déplacer sa capitale. Et vous avez ici la mosquée d'Akbar, absolument sublime édifice moghol. Vous avez une autre mosquée, alors vous avez cet homme qui met son chapeau pour la prière, la mosquée de Lahore. Et puis, je vais terminer avec d'autres portraits. Voilà, des gens que j'ai croisés dans la rue. J'étais émerveillé par cette gentillesse. Vous voyez, là, c'est un Afghan aux yeux clairs. Il y a beaucoup, évidemment, d'émigrés afghans, hein, puisqu'ils ont quitté leur pays. Et voilà, donc, une photo à la Michaud avec cet homme, comme ça, qui regarde de loin devant un vieux palais. Les porteurs du marché. La tradition, quand vous faites vos courses, de faire porter, hein, comme à Calcutta et autres. Et puis la dernière photo, qui est une photo qu'aurait pu faire Nicolas Bouvier, c'est-à-dire en fait une charrette avec un mosquée moghol derrière. Et je vous invite donc comme ça à voir ces photos qui sont toutes en noir et blanc, mais qui traduisent cette intemporalité du voyage. Et quand j'ai vu cette charrette comme ça, j'ai dit, si je la mettais en noir et blanc, on croirait que c'est Nicolas qui l'a faite. Voilà, je vous remercie.